Hello et bienvenue sur cette nouvelle interview de créatif sur la chaîne de Créatonique. Aujourd'hui, je suis avec Marion qui est juste là et on va pouvoir parler un petit peu de son activité, de son parcours. Marion, elle est illustratrice, donc c'est chouette. Aujourd'hui, je suis avec une collègue. Oui. Donc on va pouvoir vraiment papoter, aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'elle fait aujourd'hui dans son activité. Et c'est parti. Salut Marion. Salut Aurore. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Je suis contente de te recevoir à Toulouse. Oui, j'avoue. On est du coup chez Marion. Vous avez vu son sublime décor. Là, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'univers, dans ton univers, oui, qui sont dans le décor. Ouais. Il y a aussi des petits projets qu'elle a faits qui sont disposés un petit peu partout. Et du coup, on va pouvoir en parler et que vous puissiez un peu voir tout ce qu'elle a fait sur ces 3 dernières années, si je dis pas de bêtises, d'activité. D'ailleurs, on va commencer par sa présentation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Marion. Je suis illustratrice. Je vis à Toulouse et je suis en freelance depuis 3 ans maintenant. Donc avant de faire du freelance, j'étais dans un studio digital qui faisait essentiellement donc du web, des logos et du packaging. Et c'est vrai que du coup, pendant le confinement, moi, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et ça fait maintenant 3 ans du coup que je suis freelance en illustration. En illustration, oui. Plus particulièrement. Parce que tu viens du graphisme, mais dans ton ancienne activité, tu faisais un petit peu d'illu ou pas du tout ? Oui, j'en faisais un peu à côté parce que quand j'étais en studio, j'avais le double statut. Donc, j'étais salariée et j'étais aussi freelance. Et du coup, je faisais un peu d'illustration. Dès que j'avais le temps, je dessinais parce que ça me plaisait, etc. Mais j'avais pas le temps de développer ça plus que ça, quoi, parce que ça prend du temps d'être salarié. Ah oui, c'est sûr. Mais ce que tu me disais hier, la partie créa, c'est la partie qui t'a toujours intéressée plus que la partie technique, exé. Oui, c'est vrai que je faisais beaucoup d'exé en web parce que du coup on faisait des maquettes et il fallait donc du coup les dupliquer, faire d'autres pages, etc. Et c'est vrai que je m'ennuyais un peu à des moments, j'adorais ça, mais voilà. Et quand je me suis mise à dessiner et que je me suis rendu compte qu'en fait pour les projets c'était tout le temps des trucs différents, des univers différents, des demandes différentes, je me suis dit ouais, c'est génial et en fait si je peux c'est ce que je voudrais faire, quoi. Et du coup, pendant le confinement, tu as commencé à dessiner plus régulièrement, mais avec l'objectif de le monétiser. Oui, c'est vrai que pendant le confinement, du coup, j'avais du temps, un peu comme la plupart des gens. Et du coup, j'avais pas de travail, donc ça ne nécessitait pas que je sois en présentiel ou en télétravail ou quoi. Et je passais mon temps à dessiner. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon style d'illustration a totalement changé comparé à ce que je faisais. Et je me suis dit, vu que tout le monde est sur son téléphone, etc., je vais poster. Et vu que j'avais déjà fait quelques petits projets, par exemple avec le musée Saint-Raymond de Toulouse ou quoi, quand j'étais en double casquette, je me suis dit on sait jamais. Et donc du coup je postais énormément et je dessinais énormément à cette période-là en me disant plus tard ce que tu veux faire c'est te lancer à ton compte, donc voilà, c'est le moment, essaie et tu verras bien si ça marche. Donc tu l'as vraiment fait avec un objectif en tête. Oui. Donc parce que moi, à la même période, j'étais dans mon salon en train de dessiner et de poster, mais juste pour le plaisir d'être sur Insta toute la journée. Oui, je savais pas où ça allait encore. J'étais graphiste en freelance à côté et je me suis dit, c'est le moment de m'améliorer en dessin et du coup, je dessinais énormément. Alors que toi, tu savais, comme tu l'avais déjà fait avant, tu savais qu'il y avait des débouchés et que tu pouvais te lancer là-dedans. Oui, je savais qu'il y avait des gens qui me demandaient plus ou moins de choses, je commençais à avoir de la visibilité, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ok, on va tenter, go, let's go, et puis ça marche ou ça marche pas, quoi. Mais c'était le moment, quoi. Il y a rien à perdre. Non. Et du coup, le premier projet que tu as eu en édition, c'était quoi et à quel moment ? Donc le premier projet que j'ai eu en édition, c'était donc Divine, qui est un oracle avec Mallory Malmasson aux éditions Très Daniel. C'est Mallory directement qui m'a contactée parce qu'elle avait vu ce que je faisais sur Instagram et qui m'a dit voilà, moi j'ai un projet d'oracle, j'en ai déjà fait avant avec telle et telle maison. J'aimerais trop que tu illustres celui-là parce que voilà, c'est des dessins de femmes, etc. Et go. Et du coup, en fait, j'ai passé une grosse partie du confinement à travailler dessus. Il y avait combien de cartes dans cet oracle ? Plus d'une quarantaine. C'était pas mal pour premier projet. Premier projet d'édition, gros projet d'édition, et je me dis let's go, au moins tu seras rodé, tu verras si ça te plaît, tu verras si ça marche, etc. Et c'est vrai que Divine est sorti, je crois, 1 an après ou 8 mois après, et il a très très bien marché en fait, et à partir de là, ça a un peu lancé les choses, quoi. Mais quand tu as eu ce premier projet, est-ce que toi, t'avais pensé à l'édition ? C'était quelque chose où tu voulais aller ou c'est un peu tombé dessus par hasard ? J'avais pensé à l'édition. Je pense qu'en fait, sincèrement, tout illustrateur ou illustratrice, à un moment donné, voit ça un peu comme un Graal, des fois, de se dire, il y a mon objet à la Fnac ou c'est moi qui l'ai illustré, peu importe. Donc c'est vrai que j'avais envie de faire de l'édition, mais je voulais surtout essayer, de me montrer, de faire des projets, même des petits projets, de me dire, voilà, petit à petit, grappiller un peu la place. Mais l'édition, oui, j'y pensais,
métier, mais je pensais pas y mettre un pied dedans aussi vite, en fait. C'est vraiment... C'est vraiment la visibilité que tu as développée à côté sur un réseau. Là, c'était Instagram qui a vraiment fait décoller pas mal de monde pendant le confinement, moi incluse, et qui t'a donné une visibilité. Et c'est l'autrice, du coup, directement qui est venue te chercher. C'est ça, exactement. Souvent, pour les oracles, dans tous les cas, ça marche comme ça. C'est rarement les éditeurs, c'est plutôt les autrices ou les auteurs, parce que c'est eux qui choisissent, au final, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur truc. Et c'est elle qui m'a envoyé un DM, et voilà, ça s'est vraiment lancé en mode « Hey, j'aime ce que tu fais, est-ce que t'as envie ?» Surtout qu'en plus, à l'époque... Et tu la connaissais pas du tout. Enfin, elle est vraiment sortie de nulle part. Ouais, je pense que les gens passaient beaucoup de temps sur Instagram et c'était plus facile de chercher un univers, une personne qui fait de l'illustration, etc. quoi. Donc, je la connaissais de nulle part. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand tu fais un premier projet dans l'édition, ensuite, le mot se passe assez vite. Dans le sens où je pense... tu vas me confirmer ou non, qu'il y a des maisons d'édition où juste les gens se baladent en librairie, ils regardent un petit peu les illustrations et ils vont chercher le nom de l'illustrateur et ils vont le contacter directement. En fait, je pense que c'est surtout, quand un projet sort, du coup, ça permet de montrer en fait que oui, j'ai déjà fait ça en projet d'illustration et en édition. Et je pense que ça se donne le mot, je pense, oui et non. Je pense que les personnes, oui, si elles tombent dessus, elles se disent c'est cool qui a illustré ça ou quoi. Mais je pense que c'est aussi beaucoup le fait que les personnes l'achètent, les personnes le repostent et du coup, ça fait un espèce, quand ça veut, d'effet de boule de neige sur les réseaux en se disant ok, elle fait ça, du coup, je peux lui demander ça. Et autant pour les éditeurs que pour les auteurs ou les autrices, que ce soit de livres ou d'oracles, souvent, je pense qu'ils cherchent un peu. Enfin, moi, on me trouve via Google. Des fois, j'ai tapé illustratrice sur Google. Ah ouais. Et, bien référencé, du coup. Bien référencé. J'espère. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai un portfolio sur Behance et sur Instagram. J'ai Ultrabook, etc. Mais du coup, je pense que ça fouine un peu, tu vois, et ça voit à quel moment ça match ou ça colle. Et après, est-ce que ça veut dire qu'en suivant, on en a beaucoup de projets d'édition? Je sais pas. Mais c'est vrai que si on continue en fait à montrer qu'on met bien en avant son projet, etc., ça peut suivre en fonction, comme d'habitude, de son univers. Tout n'est pas fait pour tout, en fait. Bien sûr. Parce que toi, du coup, tu as développé un univers avec Divine. C'était un univers très féminin, onirique. Mais tu as réussi à faire le petit trou aussi vers l'illustration jeunesse. Oui, exactement. C'est-à-dire que avant de faire vraiment tout ce qui était des dessins de femmes ou quoi, je disais souvent à l'époque sur Instagram que je ne savais pas dessiner les humains. J'appelais ça les humains. Là, je ne sais pas le faire. Et donc, je me suis fait beaucoup violence pendant le confinement, mais parce qu'avant, je faisais aussi des dessins très cute, très enfantins. Et c'est vrai que quand j'ai fait Divine, j'ai quand même continué à dessiner ce qui me plaisait. Donc, je voulais me perfectionner en faisant des dessins de femmes, etc. Mais je voulais faire aussi ce que j'aimais faire à la base, c'est-à-dire des trucs... des petits animaux mignons. Voilà, des trucs dits cute. Donc, je me suis dit, mais moi, c'est ma cam, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'illustrateurs ou d'illustratrices qui sont pas cantonnés, mais qui ont leur style, leur univers, et ça leur plaît, ça leur va, qui ont leurs clients et qui restent dedans. Et moi, j'avais envie j'avais pas la prétention de vouloir tout faire, mais j'avais la prétention de, pour moi-même, vouloir tout faire en me disant, je poste et on verra bien, quoi. Exactement. Ça passe ou ça, enfin voilà. Si un jour ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je le fais pour mon propre plaisir. Mais c'est marrant parce que je pense qu'effectivement, il doit y avoir un truc de, les éditeurs, les auteurs cherchent sur les réseaux sociaux, cherchent aussi un peu en librairie, et du coup, ils font leur petite liste, et en atterrissant sur ta vitrine, donc que ce soit Behance, Ultrabook, Instagram, mais elle fait aussi l'illustration jeunesse, dis donc. C'est ça, janvier d'après, j'ai été contactée par une maison d'édition qui est Ozu et qui m'a dit voilà, on a vu vos dessins. En plus, je pense qu'ils aiment bien aussi de temps en temps renouveler ou quoi, nouvelle personne, donc nouvel univers graphique, etc. On tente, on aurait ça à te faire. Est-ce que t'es chaud? Enfin, c'est un truc sur les animaux, tu fais beaucoup de renards, machin. Let's go et voilà quoi. Et du coup, une chose en enchaînant une autre. Projet oracle, projet pour les enfants. Vous faites ça, du coup, hop, nous aussi on veut vous proposer ça, et etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, tu as travaillé sur les 3 dernières années avec pas mal de maisons d'édition au final. Oui, j'ai travaillé avec pas mal de maisons d'édition, que ce soit Hachette, Ozu, Fleurus, Très Daniel, Erol, Mango, c'est très varié. Ouais. Sacré éventail. Ouais, il y en a plein. Il en reste plein encore à faire. T'as du temps là. Ouais, je suis dessus. Mais du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout ce qui est l'édition en général, parce que moi, je le vois de mon côté avec mes élèves. Il y a énormément de monde, comme tu dis, qui veulent faire de l'édition. C'est un peu le Graal en tant qu'illustrateur de réussir à avoir un projet physique, là, comme on peut avoir ici avec ton carnet. Quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut montrer et qui est plus qu'une illustration sur un site internet, quelque chose de numérique. Et par contre, en édition, c'est aussi un domaine qui est un petit peu compliqué, oui, qui est assez bouché. Oui. Mais tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver.
On est d'accord. On est d'accord. Enfin, je pense que les éditeurs, en fait, ils sont toujours à la recherche de nouveautés ou de nouveaux talents ou de nouveaux univers. Donc, je pense que c'est vraiment... si à un moment donné un éditeur flash ou un auteur ou une autrice, oui, totalement. Du coup il suffit vraiment d'avoir le truc. Je pense qu'il regarde, il voit si ça s'adapte, il voit aussi si la personne est plus, on va dire, tournée vers l'édition ou il y en a qui font du corporate ou des trucs comme ça et il voit si ça peut matcher quoi. Je pense que je pense souvent ça marche au feeling de ce qu'ils cherchent, est-ce que l'univers correspond ou quoi. Et moi j'ai vu des gens en fait sur Instagram qui avaient plutôt boutique etc. et qui dernièrement se mettent à sortir des trucs d'édition alors que pendant 2 ans je les ai vus faire complètement autre chose, mais parce que du coup le style correspondait au projet le moment venu et voilà quoi. C'est vrai que moi j'ai déjà eu un projet même chez Erol où on m'a recommandé. La première fois on m'a recommandé et la deuxième fois c'était encore avec Erol où c'est une amie qui a écrit un livre et qui voulait moi pour faire la couverture et du coup c'est l'autrice qui m'a amenée sur le studio graphique d'Erol par mail bien sûr en disant je veux que ce soit Aurore Bay qui fasse la couverture et du coup ça fonctionne, ils m'ont fait confiance. Ouais, c'est ça. Et souvent c'est ça. C'est en fonction vraiment des projets. Si c'est des projets comme le carnet, c'est vraiment les éditeurs ou les éditrices qui vont chercher quelqu'un en fait pour parce que là il y a pas d'auteur sur là il y a pas d'auteur sur ce genre de choses. Pour les enfants souvent il y a pas d'auteur, sauf si vraiment c'est un livre ou quoi, il y a pas d'auteur. Mais pour tout ce qui est livre ou oracle, vraiment avec un auteur ou une autrice, là soit la maison va pouvoir en proposer plusieurs en disant voilà on a tel et tel illustrateur à te proposer et du coup c'est l'autrice qui décide, soit c'est eux qui disent moi je voudrais faire ça avec telle personne, etc. Oui, parce que sur les projets pour enfants, dans ce que tu as déjà fait, il y a des livres avec des autocollants, oui. Les livres de vacances, ces choses-là, il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur. C'est la maison d'édition qui veut le sortir. C'est au sein même des éditions, en fait, qui ont un projet, qu'ils ont développé, qu'ils ont montré au pôle marketing, qui ont validé, etc. Et à partir de là, faut trouver quelqu'un pour le réaliser. Et donc là, vraiment, c'est en interne. Il n'y a pas d'auteur ou d'autrice. Ok. Et sur l'édition aussi, il y a une autre chose qui, moi, me fait toujours un petit peu réfléchir, et là, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, c'est la longueur des projets. Ouais. Des fois, tu as des projets qui vont ultra vite. On te donne, j'imagine, des deadlines vraiment serrés et il faut y aller, c'est maintenant. Et donc, tu acceptes le projet et c'est parti, quoi. Ouais. Et après, tu as des projets qui durent très longtemps. C'est quoi le plus long que tu aies fait ? Le plus, en fait, c'est plus pour les oracles. Je demande, souvent, ils veulent le lancer, ils ont entre guillemets une idée parce qu'il faut quand même l'imprimer, qu'ils reçoivent les stocks, que ça aille dans les boutiques. 8 mois, 1 an. Et c'est vrai que moi, je demande toujours un délai de minimum 6 mois. Parce qu'en fait, je me cantonne pas à faire qu'un oracle et j'ai pas envie de me cantonner qu'à ça. Et comme souvent il y a beaucoup de cartes, il faut aussi le temps. Et j'ai remarqué aussi qu'il y en a qui ont des oracles qui les font très très rapidement parce que c'est comme ça, ils ont pas le temps, voilà. Mais j'ai remarqué aussi qu'en prenant bien le temps, en revenant dessus, souvent ça me laisse un peu plus de marge en fait sur l'imagination. Je suis pas en train de bourrer sur 40 cartes et à me prendre la tête et à focus, c'est-à-dire il faut les faire, il faut les sortir. Ça me laisse le temps aussi de mieux réfléchir le projet. Mais souvent, je demande à peu près 6 mois de délai pour les réaliser, les oracles. Oui, et puis comme ça, tu es surtout satisfaite du résultat. Oui. Parce que c'est possible que sur 80 ou 60 cartes j'ai fait de 40 à 80 cartes. 80 cartes, ouais. Au bout d'un moment, déjà, tu te fatigues, t'as plus de recul sur le projet, t'as l'impression de faire un petit peu tout le temps la même chose. Oui. En plus, les cartes, c'est tout le temps le même format. Et c'est un peu redondant. Donc, j'imagine qu'au bout d'un moment, t'es un peu, je sais plus, j'arrive plus. Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que je prends de la marge. Et puis, en plus, les auteurs et les autrices envoient les textes, en fait, des cartes. Donc, en fait, ça me permet de me familiariser. Je commence rarement de suite dessus. Et donc, du coup, mais c'est vrai que oui, des fois, ça m'arrive, je vais pas mentir, de dire à la fin c'est fini ou enfin c'est fini, mais parce que mine de rien c'est 40 illustrations même sur le même format. Heureusement les cartes ne sont pas les mêmes, donc voilà, mais c'est quand même 40 illus et donc faut se rendre compte que voilà c'est ou à 80, donc c'est quand même énormément de travail mine de rien. Ah, totalement. Moi, ça me choque pas quand tu me dis, je demande 6 mois pour faire toutes les cartes parce que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Et puis même, il y a les croquis. Enfin, pour ceux qui connaissent pas du cours d'illustration, on fait pas l'illustration finale d'un coup. On fait un croquis qu'on valide. Ensuite, je sais pas comment toi tu fais. Moi, généralement, je fais la ligne propre, j'en refais valider et je propose une palette de couleurs en même temps. Et après, je fais seulement les illustrations finales. Pour les oracles, moi non. Je sais qu'il y en a qui montrent leurs croquis ou etc. Moi, j'avoue que je
je me cale toujours avec l'autrice ou l'auteur en disant voilà vraiment quel univers, quelle couleur, quel truc. Et généralement, je me dis, ben voilà, je vais prendre la première carte, je vais te proposer quelque chose, et tu me dis, ça te parle ou quoi. Et moi, c'est vrai que pour les projets ou vraiment très courts ou quoi, je fais beaucoup de croquis. Pour les cartes, non. Ok. Ça, c'est peut-être pas. C'est intéressant. Ouais, chacun travaille comme il veut, mais c'est vrai que je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est ta méthode. Du coup, ouais, c'est ma méthode, parce qu'en fait, je le fais vraiment au feeling du texte. Je vois ce que ça m'inspire ou quoi. Et en fait, je vois avec l'autrice. Et souvent, c'est vrai plutôt des autrices là pour le coup parce que j'ai beaucoup travaillé avec des autrices, mais le feeling est assez cool et elles sont souvent quand je parle avec elles c'est écoute moi j'ai fait le texte mais moi j'ai envie que tu illustres et je te mets pas forcément de barrière. Il y en a qui me disent je voudrais voir ça donc forcément moi je fais ça et avec d'autres c'est vois la carte comme tu veux, moi ça m'ira dans tous les cas, je suis juste trop fan de le voir réaliser. Elles te trouver toi, elles t'ont choisi voilà. toi pour ton style, du coup elles te font assez confiance là-dessus parce qu'elles savent qu'elles adorent ce que tu fais. Donc souvent voilà, soit chouette. je fais du one shot et sinon souvent, il y en a certaines avec qui j'envoie un texte descriptif, moi je verrai, voilà là c'est la libération, une femme avec une porte qui est ouverte, d'elle sort ça et elle va me dire oui ou non machin ou ah oui vas-y fais ça ou oui mais est-ce qu'on peut rajouter ça ou est-ce qu'on peut la faire un peu plus comme ça et à partir de là je fais mon dessin one shot. C'est pour les cartes c'est rare que je fasse des croquis, ouais. J'en ai jamais fait jusqu'à présent. C'est un vrai travail d'équipe quoi. Ouais. Vous êtes à deux, vous brainstormez, vous mettez d'accord sur les concepts et puis c'est parti. C'est ça, voilà. Parce que même pour les auteurs, ça doit être autrices-auteurs, ça doit être assez compliqué de prendre un petit peu de recul. Bon, j'imagine qu'on a tous une idée plus ou moins en tête. De toute façon, avec tous les projets clients, édition ou autres, le client final a toujours une petite idée dans la tête. C'est ça. Donc nous aussi, notre travail, c'est de réussir à tirer sur les bons fils pour dire, bon alors, attends, j'essaye d'imaginer, il va falloir que tu m'aides. Et du coup, en posant les bonnes questions, en essayant d'aller voir un petit peu, creuser quel style ils ont en tête. Mais moi ça m'arrive des fois de leur dire, prends, je te donne mon Insta, regarde sur Insta, quel style illustration sur lequel t'as flashé, parce que des fois ça change un peu d'une lieu à l'autre dans ce que je fais et j'ai besoin de bien visualiser histoire qu'on ne perde pas de temps. Exactement, mais souvent en plus pour les projets d'édition au sein même des éditeurs où il n'y a pas d'auteur ou d'autrice, souvent on m'envoie on voudrait faire ça, on a vu ça donc clairement c'est ce qu'on veut et les autrices c'est pareil mais c'est plus comme j'ai un truc onirique, elles ont vu des choses mais c'est vrai qu'elles sont un peu plus libres on va dire, je sais pas si elles sont un peu plus mais je suis sûre que ce sera bien, vois-le un peu comme tu veux, c'est un peu carte blanche, moi je te veux parce que j'adore ce que tu fais, propose-moi. Mais oui, c'est quand même un travail d'équipe où voilà, on en discute beaucoup, quel style tu veux donner, est-ce que c'est très sombre, est-ce que c'est très coloré, est-ce que c'est très... est-ce que c'est des femmes plein pied, est-ce que c'est des femmes coupées, est-ce qu'il n'y a pas de femmes, qu'est-ce que dit la carte, comment tu ressens la... donc c'est beaucoup parler, mais au fur et à mesure que l'oracle avance, moins, parce que comme le style est lancé, le truc est lancé, du coup ça va beaucoup plus vite. L'unité, quoi. Voilà, ça va beaucoup plus vite parce qu'une fois que c'est lancé, c'est plutôt c'est d'accord et puis voilà quoi. Est-ce que tu peux réexpliquer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas vraiment le monde de l'édition ou pas encore, comment ça fonctionne la collaboration avec une maison d'édition? Le système justement de précompte Oui. Pour pouvoir un peu que tout le monde soit sur la même page et connaisse un petit peu comment ça fonctionne. Ouais. Alors du coup, moi j'ai un statut qui est artiste-auteur qui permet du coup de toucher des droits d'auteur. Et donc en fait, quand on est contacté pour un projet, ça dépend toujours du projet, mais on va nous proposer du coup une deadline ou pour les oracles, quelle sera la deadline, etc. Et on va proposer, les maisons d'édition vont proposer un acompte. Donc un acompte en fait c'est une somme qui est une avance sur droit d'auteur et qu'on touche à la signature en fait du contrat. Donc voilà, on attend, est-ce que ça vous va, etc. Il y a des projets pour lesquels il n'y a pas de droit d'auteur. Par exemple, les carnets ou quoi, c'est plutôt one shot. On a ça comme enveloppe. Est-ce que ça te va? Et voilà. Là où il y a des droits d'auteur, en fait, l'avaloir est une avance sur droit d'auteur. Et c'est-à-dire que on les touche. On peut pas nous les reprendre et personne va venir reprendre l'argent. Et même si le projet est annulé, c'est pour toi. J'ai jamais eu de projet annulé, mais il me semble que c'est pour toi. Ce serait très bizarre qu'il redemande le projet annulé, redonne-moi l'argent. C'est ça. Quoi mais je pense pas. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut pas revenir. Et ensuite, en suivant, une fois que le projet sort partout, il va se vendre et en fait au moment du contrat on signe un pourcentage qu'on va toucher sur les ventes et du coup avant de pouvoir toucher ce pourcentage sur les ventes il faut que les ventes remboursent l'avaloir vu que c'est un avaloir, c'est une avance
en fait, sur vente. Et une fois, si le projet se vend très bien, etc., en fait, dès qu'on a remboursé cette somme, tout ce qui va arriver, le pourcentage va être pour nous. Mais ça m'est arrivé d'avoir des projets où j'ai un pourcentage et pour l'instant, j'ai pas touché de droits d'auteur parce qu'ils en ont vendu ou le pourcentage est peut-être plus mince, etc. Et du coup, il faudra en vendre une quantité astronomique pour le rembourser. Mais j'ai quand même cette avance qui a été versée. Oui, c'est toujours difficile de demander à quelqu'un de bosser sur un projet pendant 6 mois et de rien verser. Oui, ça c'est normal. Oui, c'est comme pour les clients, etc. Ouais. Il y a toujours, il faut qu'il y ait une contrepartie à la base. Exactement. Ouais. Mais après, l'avantage sur l'édition, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, tu cumules des royalties et au bout de quelques années, tu as tous les projets que tu as déjà faits qui s'additionnent au final. C'est ça. Donc oui, les carnets, en fait, les agendas, les carnets, les couvertures de livres. Même les autocollants ou quoi, il n'y a pas. Non, parce qu'ils les renouvellent tous les ans. Oui, c'est ça. Ils essayent d'en faire des nouveaux et du coup, ils vont pas les vendre pendant 10 ans. Donc ça ne sert à rien puis c'est un dessin et c'est vrai que peut-être qu'ils le vendent pas très cher. Enfin, c'est pas rentable pour eux de donner un droit d'auteur pour un truc. Mais c'est vrai que ça se cumule souvent. Tous les ans, on reçoit un récapitulatif en fait de la part dans mon cas, de toutes les maisons d'édition sur les choses sur lesquelles j'ai des droits d'auteur et qui récapitulent en gros ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils n'ont pas vendu, est-ce qu'on a remboursé, pas remboursé. Moi, j'ai des titres sur lesquels j'en ai pas touché. J'ai des titres sur lesquels j'en ai touché beaucoup. Et donc, en fait, tant que le produit se vend et une fois que la valeur est dépassée, en fait, il y a des royalties qui tombent en fait au récap tous les ans en fait. Et t'es obligé de faire confiance aux maisons d'édition pour qu'ils te disent exactement combien ils en ont vendu. Généralement, ils envoient des tableaux récapitulatifs, donc avec la somme et la facture est envoyée, la somme est versée sur mon compte. Mais oui, c'est vraiment. C'est de la confiance. Oui, mais je pense que dans tous les cas, après, ils sont obligés avec tous les auteurs. Ouais, voilà. Il y a un suivi quand même parce que sur ces récaps, il y a les stocks, etc. Donc, ouais. Oui, ça va. Moi, j'ai en tête les auto-éditions, où là, tu as juste un auteur, quelqu'un de random, qui veut juste écrire un livre et qui cherche un illustrateur. Et du coup, quand tu fais les contrats en direct avec cet auteur, sans passer par une maison d'édition, tu es obligé de lui faire complètement confiance. Sur l'auto-édition, il faut bien s'entendre avec la personne pour dire, voilà, moi je te donne les droits pour, je sais pas, 500 tirages, mais si la personne elle dépasse, il faut qu'elle te le dise. C'est ça. Mais pour ça, j'ai jamais fait, et on m'a déjà proposé des oracles que les personnes voulaient sortir elles-mêmes, et concrètement, j'ai dit non, parce qu'en fait, le problème c'est que une maison d'édition, elle a l'avance, elle a ce qu'elle va vendre et moi je sais les droits, etc. Le problème c'est que si je dois le chiffrer pour quelqu'un de lambda, chiffrer 42 illustrations, le devis il est énorme. Surtout que je pense que si les personnes veulent les sortir par elles-mêmes ou quoi, je sais pas s'il y a vraiment cession ensuite de droits d'auteur. C'est un budget. Souvent je dis non parce que, c'est pas méchant, mais je dis en fait vous vous rendez pas compte le devis que je vais devoir vous faire et peut-être que, c'est sûr ça vous conviendra pas. Et ça, c'est vraiment différent, effectivement, de travailler avec quelqu'un, n'importe quel client, comme on peut faire. Moi, je suis plus en illustration commerciale, où là, tu fais un devis par rapport au temps passé, qu'avec une maison d'édition, c'est pas exactement de la même manière que ça se passe. Non, parce qu'en fait, pour une personne avec qui on est en direct, on va faire un devis, on va estimer un temps, des retours, etc. Les maisons d'édition arrivent avec une enveloppe, et aussi avec le contrat qui est prêt. Moi, je ne fais rien, en fait. C'est vraiment, si c'est OK, je vous envoie le contrat, on le signe et banco, quoi. Avec récapitulé, combien on touche, les droits d'auteur, le pourcentage de droits d'auteur, les droits qu'ils ont dessus, etc., etc. Pour que tout le monde soit d'accord. Et une fois que c'est signé, c'est une bonne entente entre moi, l'auteur, et souvent c'est moi, l'auteur ou l'autrice et la maison d'édition, ou que moi et la maison d'édition. Donc voilà, c'est pas du tout pareil. Non. Et du coup, ils ont des enveloppes définies en début d'année avec, on met tant de budget dans chaque projet. Et du coup, il n'y a pas vraiment non plus place à la négociation. Moi, personnellement, j'ai jamais demandé à négocier. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait et que ça peut fonctionner, effectivement. Je sais pas si ça passe à chaque fois. Mais c'est vrai que, moi, pour l'instant, j'ai jamais négocié, quoi. Ça viendra, de toute façon, tu verras bien. Oui, si un jour on te propose une enveloppe qui est vraiment trop basse, l'avantage maintenant c'est que tu as du référentiel, que tu as fait plein de projets. Donc à un moment, on va peut-être te proposer un projet avec une enveloppe trop basse et tu seras là, non, j'ai envie de le faire, mais c'est beaucoup trop bas et je peux peut-être négocier un peu ou quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, les enveloppes, comme elles sont définies par les maisons d'édition, t'es aussi amené à faire plusieurs projets en même temps, parce que des fois, les enveloppes, sur ce que je connais, c'est généralement ça peut aller de 1 000 € à 3 000 €, quoi, environ. Ouais. Et sauf que quand on te donne une enveloppe de 3 000 € pour 6 mois, c'est pas du tout assez pour vivre. Donc t'es toujours obligé de faire plusieurs projets en même temps quand tu bosses en édition. C'est ça. T'es
obligée de faire plusieurs projets en même temps, en ayant en tête les deadlines, parce que des fois, ça arrive qu'on vienne vers toi avec des projets où la deadline, elle est assez serrée. Mais après, c'est vrai que moi, si je prends les oracles avec un gros avaloir et que j'ai 6 mois, je peux bien évidemment caser des petits projets à côté qui prennent moins de temps, où l'enveloppe est plus basse, mais qui prennent moins de temps. Après, comme je fais pas que de l'édition aussi, j'ai d'autres projets qui sont assez cool à côté, qui sont pas que de l'édition. Donc en fait, ça me permet de varier, et ensuite c'est s'organiser sur le planning en jonglant. Et en même temps, le but aussi, entre guillemets, quand on fait un métier comme ça, c'est d'essayer au minimum d'avoir au maximum, d'avoir des périodes de creux, quoi. Donc voilà. Oui, moi c'est ce que je disais tout le temps à mes élèves, c'est l'édition, c'est vachement bien, mais c'est bien de jongler avec d'autres projets où on vous paye au bout de 2 semaines, c'est des mini-projets, peut-être plus en B2B ou des choses très corporate, commerciales, n'importe. Vous faites le projet à côté, on vous paye, terminé, et du coup derrière vous pouvez aussi avoir plus de temps et être plus serein pour des projets d'édition, quoi. C'est ça, voilà. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'éditions qu'on doit se cantonner qu'à l'édition. Ça, c'est on fait ce qu'on on fait ce qu'on veut. Bien sûr. On travaille pour ce qu'on veut. Mais c'est vrai que souvent, j'en ai plusieurs. J'en ai souvent plusieurs en même temps. Après, ça arrive comme tout le monde d'avoir des petites périodes où il y a un problème, il y a une crise, il y a un truc, il y a un machin, peu importe. Du coup, c'est moins stable, on sait pas ce qui va arriver ou quoi, mais ça, c'est comme tout le monde, quoi. Mais ça n'empêche pas de jongler un peu avec. T'as combien de projets en ce moment ? Alors, en ce moment, j'en ai 5-6. C'est pas mal, déjà. Hein. Dont des logos dedans, mais. Oui. Mais ça fait quand même une belle charge de travail. Enfin, oui. T'as de quoi t'occuper. Oui, là, c'est des longs. En plus, j'ai des petits projets, mais j'ai aussi 2 longs projets là à faire. Donc, ça va me prendre du temps. Il faut que je les finisse, que je les avance, mais ça va me prendre du temps, ouais, effectivement. Et dans les maisons d'édition, il y a aussi des projets plus qui partent vers les jeux. Les jeux de société, les jeux de plateau, ou juste des petits jeux pour les enfants avec des cartes ou des choses comme ça. T'en as fait beaucoup aussi ? Ça, j'en ai fait pas mal avec Fleurus ou avec Ozu. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable à faire parce que généralement, c'est beaucoup moins long qu'un oracle ou un livre ou un truc comme ça. Et j'en ai fait 4-5. Et du coup, ça, c'est toujours cool à faire. C'est toujours sympa parce que faut dessiner des trucs mignons, c'est pour les enfants, donc c'est pas des trucs qui sont ultra compliqués ou quoi, et souvent c'est souvent bien foutu, c'est souvent hyper bien pensé par les maisons, et je me dis ça va être trop cool. Moi si j'étais un enfant, j'aimerais trop juste jouer avec, juste quand on me propose l'idée, je me dis mais c'est génial ou quoi, donc et ça se fait assez rapidement généralement, donc c'est cool. Ça marche de la même manière que les bouquins. Comme c'est aussi une maison d'édition, une avance, alors en one shot. Il y a souvent un avaloir. Si c'est vraiment des tout petits trucs, il n'y a pas forcément de droit d'auteur, mais il y a aussi une avance. On signe un contrat. Dans tous les cas, peu importe le truc, on signe un contrat avec la maison d'édition. Bien sûr. Les contrats, c'est très important sur ce genre de projet parce qu'effectivement, tu as des droits d'auteur, c'est de la publication. Des droits d'utilisation, d'images, etc. Donc ça, tout est souvent répertorié en fait dans les contrats. Mais je sais qu'en édition, ceux qui bossent régulièrement avec l'édition, il y en a beaucoup qui ont des agents. Oui. Qui cadrent les contrats, qui regardent un petit peu tout. Toi, tu fais tout toi-même ? Je fais tout moi-même. J'avais eu une agente qui était d'ailleurs, qui travaillait aussi dans l'édition. Mais c'est vrai que là, elle s'est beaucoup tournée dans l'édition, et donc c'est vrai que en ce moment, je la sollicite pas. Pour l'instant, j'ai pas pensé à démarcher pour essayer d'en trouver un autre ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est moi qui m'en occupe. Mais il y a des clauses souvent ils ont les mêmes clauses. Il y a des choses que je comprends plus ou moins, etc. Mais il y a 3 trucs que je vérifie toujours avant de signer. Et après, de toute façon, c'est généralement la même chose pour tout le monde. Souvent, comme on signe avec l'auteur et l'autrice, en fait, tout le monde est logé à la même enseigne sur le contrat. Donc ça, c'est des choses que tu vas pouvoir expliquer dans la formation. Oui. J'en dirai pas plus, non, je rigole. Non, mais comment lire un contrat correctement ? Quelles sont les clauses les plus importantes ? Celles où vraiment il faut les surligner. Moi, quand j'avais fait mon projet d'édition il y a 2 ans, je t'avais appelé. Je t'ai dit, tu peux m'aider juste à savoir quelles sont les choses les plus importantes qu'il faut que je regarde. Et tu m'avais bien aidé. Après, faut pas hésiter aussi à leur demander, ils expliquent. Souvent, moi, les éditeurs ou les éditrices que j'ai eues sont vraiment adorables. Donc, il y a aucun souci. Ils sont là aussi pour faire leur projet. Donc, on peut vraiment communiquer avec eux ou avec elles. Et c'est hyper pratique, quoi. Donc, Oui, le but des maisons d'édition, c'est pas de la mettre à l'envers avec les illustrateurs et les auteurs. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup dans l'accompagnement, qu'ils essayent de faire bien les choses. Ils savent que l'édition, c'est un milieu qui est compliqué et avec beaucoup de normes, de règles,
des façons de faire. Du coup, ils essaient quand même bien d'accompagner, j'ai l'impression. Oui, on peut parler facilement avec eux. Puis en fait, tout le long du projet, en fait, il faut leur envoyer, on en parle, ça va pas, c'est quoi les dimensions, c'est quoi... Ouais. Enfin voilà, il y a quand même une relation, entre guillemets, de communication qui s'établit. Donc c'est pas, vous avez signé votre contrat, merci, au revoir. Ça marche pas comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'en avoir au téléphone, parce que il y a des trucs que je comprenais pas trop, sur des spécificités, genre, mais du coup, ça va être comment? Enfin, donc du coup, oui, ça m'arrive régulièrement de les avoir au téléphone, et ils se font toujours un plaisir, c'est un rapport d'humain à humain, donc c'est pas... Moi, c'est ce que j'avais bien aimé, effectivement, quand j'avais fait le projet d'édition, par rapport à d'autres clients en commerce, en corporate, commercial, qui n'ont jamais bossé avec des illustrateurs ou même avec des créatifs, qui ont un petit peu, des fois, du mal à nous encadrer, à savoir où nous amener, comment faire un brief, où du coup, moi, j'ai développé un accompagnement client et une méthode pour, comme je disais tout à l'heure, leur tirer les verres du nez et faire en sorte qu'ils me disent exactement ce qu'ils ont dans la tête. Là, l'édition, ils ont tellement l'habitude qu'ils t'accompagnent bien, quoi. C'est trop chouette. Et on en parlait aussi un petit peu hier en off, bien sûr, parce qu'on a fait le tournage du coup ensemble. Tu as aussi beaucoup de questions sur Insta. Donc maintenant, ton compte Insta, il est assez gros, tu as une belle audience, tu postes la plupart de tes projets que tu fais en édition sur Insta, et du coup, on te pose aussi beaucoup de questions là-bas. Oui. Donc tu vois qu'il y a plein de gens qui sont intrigués, mais oui, qui se demandent un peu... Enfin voilà, ça peut être pour des tips. Moi j'arrive là, on m'a proposé un truc. Est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que... Enfin voilà, il y a souvent des questions c'est souvent comment ça se passe et maintenant comment ça se passe. Ça j'ai pas compris. C'est un peu demander souvent de l'aide entre guillemets, à savoir là je viens de récupérer un truc, là c'est trop bien, mais je sais pas du tout. Je suis perdue et je sais pas par où commencer, comment faire, comment lire le contrat, comment truquer. Donc c'est un peu stand help parce que t'as des trucs à me dire. Donc souvent Donc, moi, c'est aussi pour ça que je t'avais contacté de toute façon pour faire la formation. C'est parce que je savais que tu avais beaucoup de questions, que tu étais un peu référencée, j'ai l'impression, sur Insta. En tout cas, dans notre marché francophone d'illustrateurs, illustratrices, tu es beaucoup référencée comme celle qui a beaucoup de projets d'édition. Apparemment. Ouais. Apparemment, t'es pas la seule, bien sûr, mais là, cette formation, ça va te permettre de partager un petit peu tout ça et surtout de partager mieux que genre en DM sur Instagram. Oui, là, ça va permettre vraiment de donner un peu toutes les clés, d'aider, d'accompagner, de dire un peu comment ne pas paniquer, comment décrocher comment faire, comment s'organiser, etc. Donc là, c'est pas juste un petit message sur DM en mode écoute, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ah, merci. Et généralement, ça aide la personne, mais elle finit quand même par se dépatouiller un peu pour d'autres choses toute seule, quoi. Donc là, ça va permettre vraiment de A à Z à se dire, OK, comment ça se passe, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, Marion est là. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Exactement. Oui, parce que de toute façon, c'est un monde qui fait rêver, mais c'est un monde un petit peu compliqué, mais c'est chouette. Je trouve ça trop bien aussi que tu sois hyper présente sur Insta, justement pour répondre aux questions et tout, parce que toi, c'était pas le cas quand t'as commencé. C'est ce que tu Non, me moi, disais ça aussi. m'est arrivé de poser des questions, mais de plus en plus maintenant, si. Mais de poser des questions ou quoi, et c'est arrivé qu'on me réponde un peu en mode, oui, mais où on avait l'impression, et c'est le cas que le domaine est bouché, mais bon, pour moi, ça n'empêche pas les gens d'essayer. Et de moins en moins, parce que ça m'est arrivé, par exemple, d'être contactée pour des trucs, et je vois qu'une autre illustratrice a bossé dessus, et même si je la suis pas, je me dis, OK, je me permets de lui DM pour lui dire, t'as chiffré ça combien? Parce que là, je suis perdue, je suis désolée, je me présente, machin. J'ai vu que t'avais bossé avec ça. La même boîte. Voilà, ou quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire combien, si ça te dérange, je comprendrai, Et généralement, j'ai toujours des réponses positives en mode, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, j'ai fait une facture à temps parce que. Du coup, et je suis là, cool. Je pense que c'est un peu plus en train de s'ouvrir et que faut pas se dire que tout le monde se mange. Oui, c'est très bouché, il n'y a pas la place, mais, ça empêchera pas les autres de réussir, quoi qu'il arrive. Si quelqu'un veut y arriver ou quoi, ça sert à rien en fait de se tirer dessus ou de dire non, chasse gardée, pourquoi faire? Moi, j'ai exactement la même opinion que toi, les mêmes valeurs là-dessus, dans le sens où l'illustration, même en général, c'est un milieu qui est précaire. Ça, c'est sûr et certain. Les métiers créatifs. Et c'est bouché et c'est très dur d'effectivement réussir à se dépatouiller là-dedans. Mais il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des nouvelles personnes qui vont chercher des illustrateurs, des créatifs pour faire des projets
parce que on peut pas tout faire avec de l'intelligence artificielle ou des plateformes de stock. On peut, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas. Et du coup, je trouve ça chouette de pouvoir s'entraider, se serrer les coudes pour essayer de faire monter. Il y a quand même beaucoup de monde qui a du talent. Et il y en a toujours des nouveaux qui arrivent et des nouvelles, donc ça s'arrêtera jamais. Enfin, on va pas Non, on va pas arrêter le monde de tourner et les gens de créer. Donc, exactement. Et de toute manière, tu ne peux pas prendre tous les projets. Donc le principe de la chasse gardée, comme tu dis, avec moi je ne veux pas me retrouver au chômage, mais quel chômage? Enfin, non. On a tous des styles différents. Je trouve que c'est une vraie force qu'on a dans les métiers créatifs. On a tous notre façon, notre univers. Donc t'as un style, mais t'as aussi un truc dans le sens où toi tu vas faire plutôt des projets pour enfants, quelqu'un d'autre va faire des projets plutôt pour les adultes, féminins, plutôt masculins, plutôt dans le sport. Enfin, c'est des choses tellement différentes. Et puis il y a pas que l'édition. Enfin, c'est même moi je ne fais pas du coup que de l'édition, mais du coup c'est possible. Il y en a qui font beaucoup de corporate, il y en a qui font beaucoup de packaging, il y en a beaucoup qui illustrent, je vois, ça va être plus des produits, mais pour des marques. Enfin, chacun et chacune fait, c'est varié. Enfin, et ça n'empêche pas de tout faire à la fois. Non, si on a l'occasion. Si on a l'occasion et que c'est aussi un des avantages qu'on a sur notre métier, c'est que comme on fait des images, quand t'es sur Behance ou sur Instagram, dernièrement, je crois que j'ai vu un reel de toi. Tu vas me dire si je dis une bêtise, de la NASA. Ariane. Ariane. Groupe Ariane. Ouais, la NASA, Ariane. Ouais, c'est pas les mêmes, mais c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la NASA. Aux États-Unis. Ouais. J'étais plus sûre, mais oui, le groupe Ariane. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'édition. Non. Ils voulaient quelque chose pour l'illustration. Ils voulaient lancer leur shop en fait pour vendre des produits en fait brandés Ariane, mais avec des illustrateurs un peu du monde entier. Au final, il y avait tout le monde. Et vrai, j'ai reçu un mail, et j'étais là. Non. Ariane. Génial. Ariane. J'ai eu Quechua aussi. Quechua. Donc oui, c'est pas de l'édition, mais c'est des belles marques, c'est des belles boîtes. Donc on peut être contacté en disant oui, je fais de l'édition, mais un dessin peut être mis partout. Ça m'est arrivé de faire des dessins pour du web, pour des sites web. C'est pas fermé en ce moment. Je continue de temps en temps à en faire des logos. Là, j'ai fait pour un projet un truc de Noël, c'est un truc de nourriture, ça sortira à Noël. Voilà, donc c'est pas de l'édition non plus. C'est génial. Voilà. Moi, c'est ce que je dis très régulièrement de toute façon aux gens qui me posent la question et à mes élèves. C'est pas parce que votre portfolio va être axé sur un certain domaine, donc même si tu commences en faisant un portfolio plutôt pour l'édition, qu'on va pas vous proposer d'autres choses à côté. Non, c'est totalement ça. Si vous savez faire, vous pouvez tout faire concrètement. Le truc, c'est effectivement, faut arriver à choper le premier ou ceux qui suivent. Ça. Mais le plus dur, c'est le début. Ouais, le plus dur, c'est le début, mais après, une fois que c'est lancé, on peut être contacté, Ariane ou Decathlon, donc go feu. Ouais, et après tu peux faire des encore plus gros projets. Toi, c'est quoi les projets de rêve que tu voudrais un peu lancer? Des choses plutôt en édition? T'as envie de rester dans ce milieu-là, j'imagine? Non, oui et pas que, parce que dernièrement, il y avait un projet que je voulais vraiment, que j'aurais trop adoré faire. C'est un puzzle et je l'ai fait, donc ça sortira l'année prochaine du coup. Moi, pourquoi pas faire une affiche? Tu vois, de festival ou une affiche d'un truc ou d'un machin, ça serait cool. En termes d'édition, qu'est-ce que j'aimerais beaucoup faire? C'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas auto-posé la question. C'est ce truc, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais trop refaire un agenda. Parce que j'en ai fait un pour Fleury, c'est ça, j'avais trouvé ça hyper cool. Mais après, moi, je suis assez ouverte à tout. Donc, mais c'est vrai que le puzzle, ça faisait un moment et ça m'est tombé dessus. Et j'étais là genre, oui, voilà, un puzzle. Mais ouais. On pourra pas refaire un truc pour des fringues, pourquoi pas du packaging aussi, j'en ai rarement fait mais j'aimerais trop en refaire, pourquoi pas, tu vois, donc il y a plein de trucs à faire. Mais il y a plein d'entrées dans le monde de l'édition et le monde de l'illustration toute manière. Textile, j'ai fait Kabaya, donc voilà, tu vois, c'est cool quoi. Non, tu commences à avoir un beau portfolio maintenant. J'essaie. Je suis contente, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, tu es présente sur Insta, donc tu m'as dit aussi Behance et Ultrabook. Ouais, et LinkedIn aussi. Et LinkedIn. Et du coup, pour toi, c'est important effectivement d'être assez visible sur toutes ces plateformes? Ouais, je pense que oui. Parce que c'est vrai que la visibilité... alors, je suis des gens qui postent moins, qui font un travail de dingo, qui n'ont pas forcément le même nombre de followers, parce qu'en ce moment, avec l'algorithme, etc., mais qui font énormément de projets, mais qui, à mon avis, doivent être peut-être visibles ailleurs, ou qui font du démarchage, qui envoient des mails, je pense qu'à un moment donné, ça va aussi tourner du bouche à oreille, mais je pense qu'à un moment donné, il y a une visibilité qui est donnée. Parce que sinon, on peut pas rester chez nous comme ça, ne rien poster, ne rien envoyer et dire
on va me contacter. Non, ça n'existe pas. Donc je pense que même ceux qui peut-être postent moins ou des trucs comme ça sont visibles à un moment donné quelque part ou envoyer des mails ou ce genre de choses. Mais ouais, moi j'essaie de poster, de montrer ce que je fais. Dans tous les cas, avoir un portfolio en tant que créative, ça permet quand même de mettre en avant. Moi, c'est vrai que j'ai pas de site personnel, j'ai mon Behance, mais souvent ça marche assez bien parce que c'est classé par projet, etc. Donc en un coup d'œil, tu peux voir ce qui t'intéresse, où tu cliques ou tu ne cliques pas. LinkedIn aussi parce que du coup, je suis amie avec plein de créateurs. Il y a des gens de certaines boîtes qui me contactent ou quoi. Et donc, c'est vrai que LinkedIn, je poste en me disant, c'est pareil, c'est une bouteille à la mer, mais il y a tellement de gens qui vont peut-être le voir, liker ou quoi, on sait jamais qu'à un moment donné, je touche quelqu'un qui avait pas pensé à moi ou qui me connaissait pas, ou etc. Et qui va dire, elle fait quoi? Qui va aller voir du coup tout mon travail. Et Instagram aussi, toujours pour, souvent Instagram. Les maisons d'édition, à un moment donné, venaient vers moi souvent via Instagram. Enfin, on a vu votre travail sur Instagram. Donc, je continue et j'essaie de persévérer à poster régulièrement sur la plateforme, quoi, en me disant, dans tous les cas, là, je montre que je suis là, je montre ce que je fais, et au moins, ça fait une deuxième vitrine, ou une quatrième ou une cinquième. C'est une vitrine comme une autre. Moi, je trouve ça de toute façon hyper important. Moi, ma stratégie, c'est totalement les réseaux sociaux. Le jour où on met mon nom et mon prénom dans une barre Google, il faut que je sorte sur plusieurs sites. Il faut que tout soit assez clean et que les personnes puissent atterrir sur ma vitrine qui est quand même bien construite dans mon univers et vers les clients que je veux avoir. Mais après, effectivement, ça rayonne dans le sens où tu peux avoir d'autres clients qui sont pas tes clients idéaux. Ça, c'est pas très grave. Au contraire, tant mieux. Et non, mais moi, j'ai fait du démarchage au début. T'en as fait aussi, j'en ai fait. Les éditions de mai avec qui je fais les cartes postales, c'est du démarchage. Ils m'ont rappelé 6 mois après. Vraiment, c'était vraiment 6 mois après. Et t'avais gardé en tête? Mais en fait, ils avaient pas le temps ou quoi, et en fait, il a regardé, il a fait oui. Du coup, j'ai été rappelée comme ça. J'avais déjà envoyé des trucs, du démarchage à des magazines. C'est vrai que j'aimerais bien faire plus de covers aussi, mais bon voilà. Où il m'avait dit non, pas pour l'instant, et j'ai open mind, et il m'avait recontacté peut-être un an après. Donc dans tous les cas, pour moi, ça sert jamais à rien, et je sais que souvent j'ai des DM de gens qui sont en panique, en mode mais si on me répond pas, et si on me répond non. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Toujours, je dis, mais ils osent pas vraiment. C'est un truc de blocage. Mais moi, du démarchage au début, mais j'en ai fait, tous les trucs que je voulais faire, j'envoyais. Et je disais, j'ai eu peut-être 3 réponses ou j'ai grappillé quelques trucs par-ci par-là, mais j'étais là. Ce n'est pas grave. Dans tous les cas, la personne, elle a peut-être pas le temps. Peut-être qu'elle m'a vue, elle me recontactera, comme plus tard, comme les éditions de mai, 6 mois après quand même. Donc, et j'étais trop contente parce que je voulais vraiment bosser avec eux. Donc, jamais le prendre pour soi. Ça ne veut pas dire que le travail qu'on fait n'est pas légitime. Et c'est ça qu'il faut que les gens dissocient. Parce que je pense que beaucoup se disent, du coup, s'ils veulent pas bosser avec moi, c'est ce que je fais, je suis nulle. Non, il y en a plein, ils ont pas le temps, ou pour l'instant, c'est pas dans leur projet, ou pour l'instant, c'est pas leur univers, ça parlera à quelqu'un d'autre. Et jamais, ça ne remettra jamais en cause la légitimité du travail de quelqu'un. Oui, et encore plus en édition où du coup c'est des projets longs. Oui. Là sur la plupart, donc quand on contacte une maison, elle a déjà plein de projets et en plus planifiés sur les mois qui arrivent. Donc ils te vont planifier mais sur le calendrier de l'année prochaine ou dans 6 mois et ils vont du coup te recontacter au moment T pour pouvoir te proposer le projet. Mais ouais, ils peuvent garder. Ils répondent pas aux mails, ça ils pourraient répondre aux mails. Mais... Ouais, mais il y en a beaucoup qui répondent ou qui répondent pas, mais c'est hyper dur. Ils doivent recevoir autant parce que c'est des éditeurs, donc ils ont aussi des auteurs et des autrices qui veulent éditer, pas que des illustrateurs. Donc forcément, ça fait un espèce de package énorme de personnes qui disent coucou, on existe. Moi j'écris, moi j'illustre, moi machin. Donc je pense que c'est pas évident non plus de gérer ça. Non. Mais jamais, faut pas le prendre pour soi, jamais. Ouais. Pour moi, c'est... Non, mais pour quelqu'un qui commence, du coup, si tu avais un conseil à donner, vraiment, la première étape pour quelqu'un qui commence, ce serait quoi? De se faire une vitrine ou de commencer à démarcher avec un portfolio ou... Ouais, de se faire une vitrine, de commencer à démarcher, de travailler, de s'entraîner, de pourquoi pas mettre en avant sur des mock-ups ou quoi ses travaux, et de ne pas hésiter à se montrer et d'essayer de se dire que tu es légitime. Et pas le moindre truc qui va un peu... C'est normal, je pense qu'on est, comme tu disais hier, quand on discutait en off, on est des créas, on est hypersensibles. Donc voilà, mais pour ça, si vraiment c'est de pas s'arrêter à ça, quoi. Pardon. Encore quelqu'un qui l'a contacté pour un contrat. C'est mon père. Toutes les 3 heures. Oh, encore un contrat? Non, c'est mon père. Il faudrait que je le rappelle. Mais non, ouais, je dirais de pas se dire que si on nous contacte pas ou si ça marche pas dans les 2 semaines, mon Dieu, non, et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment pas assez. Ouais.
Pour moi, il faut persévérer plusieurs mois quand même. Non, il faut s'accrocher. Vraiment de pas abandonner et que ça ne veut pas dire que votre travail ne mérite pas d'être vu et que ça va pas arriver. C'est juste que ça prend du temps. Exactement. Comme pour tout. Comme pour l'apprentissage, comme pour tout, ça prend du temps. C'est génial. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette immersion dans le monde de l'édition et de ce que tu fais au quotidien, tes projets. Je trouve ça génial de m'avoir pu partager un petit peu tout ce que tu as fait ces 3 dernières années. Merci à toi. Et franchement, c'est hyper motivant. Moi, comme ça me donne envie. C'est vrai. Cool. Ça me donne envie Allez, de plus faire d'édition. Bah, comme je te dis, c'est un milieu qui est un petit peu compliqué et je veux beaucoup d'avoir quelqu'un qui puisse nous apprendre un petit peu comment c'est backstage, comment elle a fait, comment ça se passe. Mais après, les gens ont le droit de pas aimer aussi. Hein. Enfin, bien sûr. On peut vouloir faire de l'édition, exactement. Voilà. On peut vouloir faire de l'édition, le tenter et se dire finalement c'est pas pour moi ou c'est pas ce que j'ai envie. Voilà, exactement. C'est pour ça que moi j'ai tenté et franchement, c'est des projets qui sont trop longs pour moi et pour ma patience légendaire. Mais c'est voilà. Hein. Voilà. Donc au moins j'ai fait, ça m'a plu. Je l'ai fait une fois et je pense que peut-être je le referai, mais beaucoup plus tard. Mais pour le moment, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse le plus. Mais je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Dans tous les cas, si vous cherchez du coup Marion, il y a tous ses réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la légende, plus la page de prévente vers sa formation. Vous trouverez toutes les indications, donc juste en dessous. N'hésitez pas à aller checker tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé l'interview et à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'interviews de créatifs qui arrivent. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.